Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité en cette deuxième partie d'émission est Antoine Basbous. Bonjour, vous êtes fondateur et directeur de l'Observatoire des pays arabes. Je souhaitais vous avoir au micro de Sud Radio pour parler de la situation à Gaza. On n'oublie pas évidemment l'état catastrophique de Gaza. Est-ce que vous savez aujourd'hui où on en est? On a eu le président Biden qui a fait son adresse à la nation, qui a parlé d'un port provisoire des États-Unis pour acheminer de l'aide humanitaire aux Gazaouis. Qu'en est-il aujourd'hui de la situation dans Gaza? Bonjour monsieur. La situation est dans une impasse stratégique. Israël, au bout de 5 mois de guerre, n'a pas réussi ni à libérer par la force les otages, il en a libéré 2 sur les 250, ni éradiquer la direction du Hamas. Donc, ce que nous avons vu, c'est la destruction massive, la terre brûlée de Gaza, la destruction des infrastructures et surtout la famine qui s'installe parce que Israël, l'image terrible de CNN, qui contrôle les accès à Gaza, eh bien, ne laisse pas entrer les camions qui sont bloqués côté égyptien. Et l'Égypte, là aussi, elle est frileuse. L'Égypte aurait pu ouvrir la frontière de Gaza et laisser transiter directement les camions à Gaza. Et si Israël lui reprochait en disant il y a des armes et des munitions, l'Égypte aurait pu dire aux Américains venez contrôler les camions aux portes de Gaza. Donc tout ça n'ayant pas été fait, et que les Américains n'ont pas obtenu de M. Netanyahou et de son gouvernement l'accès des aides à Gaza, ils ont commencé par larguer des rations alimentaires, mais un avion ne peut transporter que 38 000 portions alimentaires, alors qu'il y a 2,2 millions de Palestiniens qui sont affamés. Donc, la décision du président Biden de créer un port flottant à Gaza, ça signifie qu'il y a un certain divorce avec le gouvernement Netanyahou et les suprémacistes de son gouvernement que sont Ben Gvir et Smotrich, les ministres de l'Intérieur ou de la police, de la sécurité et le ministre des Finances. Parce que là, vous êtes en train de dire que finalement, Israël s'isole sur la scène internationale, du moins le gouvernement Netanyahou, et choisit une course toujours plus loin sur la destruction de Gaza, mais aussi des Gazaouis. On parle de 30 000 morts selon les sources du Hamas, mais aussi du renseignement. Est-ce qu'il y a là un risque pour Israël de ne pas pouvoir sortir de cette spirale? À vrai dire, Israël est dans une impasse. Jamais de son existence, depuis 76 ans, Israël n'a eu à entamer un conflit armé de telle intensité sur une telle durée avec des résultats nuls. Et le résultat le plus probant, c'est son image qui est en miettes, qui est par terre, y compris auprès de ses amis réguliers que sont les États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis continuent à soutenir Israël, mais pas le gouvernement de Netanyahou en Israël. D'ailleurs, la preuve, c'est que l'un des membres les plus éminents du conseil de guerre, en quelque sorte, Benny Gantz, a été invité à Washington, où il a rencontré les personnalités de la vice-présidente, le secrétaire d'État, alors que Benjamin Netanyahou n'a jamais été invité à la Maison-Blanche, et c'est une rupture avec la tradition. Généralement, la première visite qu'effectue un Premier ministre nommé, il a été nommé en décembre 2022, c'est de se diriger à Washington, invité par la Maison-Blanche, ce qui n'a pas été fait. Et là, Netanyahou a voulu bloquer cette visite de son ministre Gantz, mais Gantz est allé quand même à Washington, puis à Londres. Donc même au sein du gouvernement, il y a des dissensions qui se font actuellement sur le choix stratégique de l'état-major. C'est-à-dire, j'ai l'impression, ma connaissance de la société israélienne, c'est que toute la société en veut au Hamas, veulent éradiquer le Hamas, mais
Pas avec Netanyahou, parce que la société israélienne charge Netanyahou de la responsabilité des échecs. Et Netanyahou avait quelque part favorisé le Hamas. Il l'avait entretenu. Il pensait avoir acheté le Hamas avec les dollars du Qatar. Et c'était les avions de Qatar Airways qui acheminaient les dollars à Tel Aviv, et c'est les camions de l'armée qui transportaient le liquide entre Tel Aviv et les portes de Gaza. Donc Netanyahou est considéré par la société israélienne comme coupable de ces actes-là, et coupable de ne pas avoir prévenu protéger la population de ce cet qui s'est octobre. passé. Ouais. Mais en même temps, il y a les parents des otages. Ouais. Alors eux, ils plaident pour la négociation, parce que par la négociation, il y a eu plus de 100 otages qui ont été libérés, et par la guerre, que 2 otages, et d'autres par la guerre ont été tués dans les échanges. Donc voilà, la situation en Israël, c'est que Netanyahou est discrédité. Le Likoud, dans les derniers sondages, on leur attribue 17 ou 18 sièges, alors que le parti de Gantz est, comment dirais-je, pourrait obtenir 42 sièges, c'est-à-dire presque 2,5 fois plus. Mais il n'y a pas d'élections qui sont prévues Non, les élections, c'est après la démission du gouvernement ou la chute du gouvernement. Et là, les élections, il faut attendre au moins 3 mois pour les préparer, les annoncer, ainsi de suite. Donc, mais Israël peut fonctionner avec un gouvernement démissionnaire, ou un nouveau gouvernement qui pourrait être formé à l'issue de la chute de celui-ci. Mais justement, vous parlez de l'échec de l'opération sur l'objectif stratégique de décapiter le Hamas, de l'éradiquer. Si ça ne fonctionne pas, quelles sont les solutions pour que Israël en finisse avec le Hamas? À vrai dire, les solutions ont été tentées. Mais c'est une guerre non conventionnelle, c'est une guerre qu'Israël n'a pas connue auparavant. Israël auparavant a affronté des armées régulières sur le sol et non pas dans les tunnels. Or, c'est une première que l'armée israélienne affronte, c'est-à-dire une guerre dans les tunnels, des tunnels que le renseignement israélien n'avait pas modélisé, vu venir. L'ampleur des tunnels, du réseau. Et du coup, ils sont aveugles dans ces tunnels, et ça leur coûte cher, cette guerre, cher par le temps, par l'économie, par l'image, et surtout, après le 7 octobre, c'est la dissuasion israélienne, superpuissance régionale, qui est tombée par terre. C'est-à-dire que beaucoup de pays arabes ont été attirés par la force d'Israël et se sont dit, avec le désengagement progressif des Américains et avec la menace iranienne, on va se rapprocher d'Israël. C'est la logique des accords d'Abraham. Aujourd'hui, avec l'Arabie Saoudite notamment, qui avait fait un pas en avant. Voilà. Et donc, c'est dans ce cadre-là que Israël a été frappé au cœur le 7 octobre, et ces pays qui étaient censés se trouver un soutien auprès d'Israël ont vu qu'Israël était incapable de vaincre le Hamas à Gaza sur 360 km². Comment peut-il venir à leur secours à 2000 km de là face à une menace iranienne? Donc c'est la dissuasion d'Israël qui est tombée à l'eau, et c'est très grave pour la place d'Israël et son rôle dans la région. On va se retrouver dans un instant pour poursuivre cet entretien sur la situation à Gaza avec notre invité Antoine Basbous. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve avec notre invité Antoine Basbous, fondateur et directeur de l'Observatoire des pays arabes, pour parler de la situation à Gaza. On en parlait dans cette première partie. On a l'impression aussi, quand on regarde la situation des Gazaouis avec cette famine, le nombre de morts, les hôpitaux détruits, Gaza inhabitable, qu'ils sont en même temps abandonnés de tous. Il n'y a pas vraiment eu de coalition des pays arabes. L'Égypte n'a pas poussé pour l'envoi d'aide humanitaire. Le Qatar continue d'être un intermédiaire, mais qui réellement dans le monde arabe est en train là de se lever pour arrêter ce massacre?
À vrai dire, les pays arabes sont hostiles au Hamas, les pays arabes les plus actifs, sauf le Qatar. Et du coup, il y a confusion entre Hamas et Palestiniens. Ils ne veulent pas sauver le Hamas à Gaza, mais ils sont quand même surpris et choqués de voir qu'Israël est incapable d'en venir à bout du Hamas. Et donc, ils sont entre la compromission et l'impuissance, et peut-être les deux en même temps. Donc, voilà la position des pays arabes. En revanche, les opinions publiques ne peuvent pas être insensibles, ne sont pas insensibles au malheur, aux souffrances des Gazaouis. Et là, je vois des gens qui sont totalement hostiles aux frères musulmans que sont les Hamas palestiniens, mais en même temps très solidaires, très touchés par la détresse, le malheur, la souffrance des Gazaouis. Oui. Donc voilà l'ambiguïté au sein du monde arabe. Mais la question qui se pose aussi, et parfois on l'entend, c'est le soutien des Gazaouis au Hamas aussi. Est-ce que la majorité des Gazaouis reste unis derrière le Hamas, ou est-ce qu'il y a là aussi une colère par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre et les suites ? Pensez-vous que les Gazaouis, aujourd'hui, si vous leur présentez des urnes, vont aller voter pour ou contre le Hamas ? Les Gazaouis cherchent la goutte d'eau non salée à boire, la baguette ou le pain pour une semaine. Bref, ils sont dans une détresse totale. Oui. Ils n'ont pas de toit. Il y a plus grand-chose. Ils sont affamés. Donc, pensez à la politique en ce moment. Je ne crois pas que ce soit le cas. Et d'ailleurs, Israël veut châtier les Gazaouis par vengeance du Hamas, parce que n'ont pas réussi à capturer les dirigeants, à éliminer cette organisation, et donc du coup ils font payer le prix de leur échec aux Gazaouis pour les porter à dénoncer le Hamas et à être hostiles au Hamas. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Ça, je ne sais pas, mais l'objectif est celui-là. Ouais. Il faut d'abord les nourrir et les interroger ensuite. Mais aujourd'hui, ils sont en train de courir derrière la goutte d'eau et derrière le bout de pain qu'ils peuvent recevoir. Alors, on a avec nous au téléphone un auditeur, Fred de Nîmes. Bonjour, Fred. Oui, bonjour. Alors, vous voulez réagir ? Oui, je voudrais réagir par rapport. Merci de me donner la parole. Je vais essayer d'avoir une colère froide pour ce régime en fait d'Israël, ce gouvernement raciste. Par rapport au 7 septembre, on a dit qu'il y avait des enfants qui avaient été décapités, aucune preuve a été apportée. On est là en fait, on est démenti par la Maison Blanche des propos de Biden sur cette action-là. Aucun pays occidental en fait n'a prouvé. Et ensuite, ça nous est passé en fait cette représaille, cette vengeance par rapport à une population civile où il y a des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts, enfants, femmes. Quand on se tire en fait sur des gens qui ont faim et qui cherchent à manger auprès des camions, et là j'en appelle aux soldats que j'étais pendant 20 ans. Quand tu tires en fait sur une personne, un être humain qui a faim, tu le butes au bout de ta lunette. Pose-toi la question. Savoir si c'est un tir raciste ou alors un tir pour défendre ton pays. Voilà. Ensuite, quand on parle du Hamas, on parle de terroristes, mais comment on appelle en fait une armée une armée ou un groupe plutôt face à une armée d'occupation? Comment on appelle? Les résistants? Est-ce qu'on parle des Français résistants comme pendant le régime de Vichy où on était traité de terroristes? Pas qu'ils étaient résistants. Attention. Oui. Mais alors, moi je vais dire un truc, c'est que, attendez, je vais finir par ça, c'est que moi aujourd'hui, vos guerres, j'en veux plus. Pendant 20 ans, j'ai servi la France. Aujourd'hui, je ne la servirai plus. Puisque Macron est sous commandement américain et occidental, les régimes occidentaux, des gouvernements occidentaux en général.
Voilà. Alors d'abord sur le 7 octobre, l'attaque du Hamas, l'acte terroriste pour beaucoup, et reste sous enquête. On a aujourd'hui l'ONU et plusieurs organisations internationales qui essayent de faire la part des choses sur ce qui s'est réellement passé. Il y a des vidéos, il y a des preuves sur les exactions commises, mais qu'est-ce qu'on sait réellement, et est-ce qu'il n'y a pas eu aussi trop de communication, d'utilisation de ce drame du 7 octobre par Israël pour justement emmener cette réponse guerrière? Alors, je ferai 3 commentaires là-dessus. D'abord, c'est l'échec du renseignement israélien. Il y avait une barrière truffée d'instruments, de technologies les plus sophistiqués, et tout ça s'est effondré en quelques minutes d'un côté. De l'autre côté, on peut dire qu'il y a eu crime de guerre, parce que sur les 1140 personnes tuées, eh bien, il y avait énormément de civils, et des civils identifiés comme civils. Ce n'étaient pas des militaires, et donc il y a crime de guerre. Alors, pour le reste, chacun pleure ses morts et veut faire de la propagande pour attirer l'attention de la communauté internationale. La solidarité, l'émotion et l'attention et la solidarité de la communauté internationale. Il y a des partis qui savent faire ça très bien et d'autres qui savent moins bien le faire. Mais en tout cas, il ne faut pas être victime de la propagande des uns et des autres. Et sur la remarque de Fred, notre auditeur, sur la France qui finalement a perdu sa voix singulière dans cette région, notamment de pays non alignés qui savaient faire la part des choses, l'idée de parler à la rue arabe, etc. Est-ce qu'aujourd'hui la France est une puissance diplomatique qui n'existe pas dans l'équation ? C'est une question un peu délicate, à vrai dire. La France a pleuré avec les Israéliens quand il y a eu le 7 octobre, sans tenir compte du sentiment des Palestiniens. Et puis après, la France a souhaité, avant que le conflit ne s'arrête, d'arrêter le feu et d'arriver à une trêve immédiate. Donc, elle n'a pas été entendue ni par les uns ni par les autres. Il faut donner un horizon, et l'horizon qui mérite d'être porté, c'est celui d'une paix sur le moyen long terme. Dans l'immédiat, il y a des larmes, il y a du sang, il y a des souffrances des deux côtés, mais il faut, à mon avis, se projeter vers un horizon lointain et dire: après tout ça, il faut arrêter, et puis la solution est celle-là, c'est une solution que la France pourrait promouvoir au sein de l'Union européenne en entraînant avec elle beaucoup de pays. C'est quoi? C'est la solution à 2 États qui serait la seule possible? Je ne vois pas d'autre solution. Si vous faites 2 peuples dans un seul État, dans quelques années, la qualité juive de l'État d'Israël pourra disparaître. Et si vous faites 2 États côte à côte, il va falloir envoyer des soldats de l'OTAN, des soldats américains, des soldats de l'Europe, pour séparer et rassurer. Les Palestiniens ont dit qu'ils étaient d'accord pour un État désarmé. Et ça, c'est une avancée. Ça remonte à quelques années. Mais il y a une frange au gouvernement israélien actuel, 2 ministres particulièrement, Ben Gvir et Smotrich, qui, eux, veulent élargir l'État d'Israël territorialement, géographiquement, pousser les Gazaouis dans le Sinaï, en Égypte, et pousser les Cisjordaniens en Jordanie, et en quelque sorte purifier les territoires qui se situent entre le Jourdain et la Méditerranée. Donc cette idéologie-là ne peut pas supporter l'idée de 2 États, mais je ne vois pas d'autre solution que de vivre dans 2 États, un désarmé et l'autre surarmé, et entre les deux, un déploiement de forces neutres, de forces qui rassurent et les uns et les autres. Merci beaucoup Antoine Basbous d'avoir répondu à nos questions sur cette situation à Gaza et cette sortie de crise qu'on espère prochaine. Dans un instant, c'est la culture dans tous ces états avec Céline Alonso et André Berkoff. Ils reçoivent à 13h le journaliste et écrivain Marc Menant, auteur de Ces destins qui ont fait la France. Et en cette journée des droits des femmes, eh bien, il va nous raconter les parcours extraordinaires des femmes qui ont marqué l'histoire de France. Alors, il y a la reine Margot, Marie Curie, Jeanne d'Arc ou encore Louise Michel. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.